Ce journal vous est présenté par Font des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bonsoir à tous, bienvenue dans le journal. Voici les titres de l'actualité de ce lundi. La République démocratique du Congo qui vient de franchir un cap majeur dans la protection de ses enfants. Pour la première fois dans l'histoire du pays, le ministère de la Santé lance une campagne conjointe de vaccination contre la rougeole et la roubiole. Annoncé ce matin à Kinshasa, cette opération d'envergure vise à immuniser de millions d'enfants face à deux maladies qui continuent de menacer leur suivi. Les détails dans ce journal sur Géopolitique Télévision. À la une également, troisième producteur mondial de karité derrière le Nigeria et le Mali. Le Burkina Faso veut accélérer la transformation locale. Le gouvernement reste cependant confronté à un arbitrage délicat entre les opérateurs tournés vers l'exportation et les industries qui peinent à s'approvisionner des demandes. Les détails également dans ce journal. Voilà tout pour les titres. Bienvenue dans le journal. Vous êtes des millions à nous suivre à travers nos réseaux sociaux, à travers toute l'étendue de la République démocratique du Congo et à travers le monde dans les différentes applications. Vous êtes bien sur Géopolitique Télévision. Je disais au sommaire, et on commence d'abord par la visite du chef de l'État. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, qui séjourne depuis ce lundi à Luanda, la capitale angolaise. Le président congolais participe au 7e sommet Union africaine, Union européenne. Ces assises de 2 jours sont aussi l'occasion d'évaluer le partenariat entre Bruxelles et Addis Abeba, 25 ans après sa mise en œuvre. Nous y reviendrons avec force et détails dans nos prochaines éditions. À son arrivée justement à Luanda, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a eu des échanges bilatéraux, notamment avec son homologue sénégalais Diomaye Faye. Les échanges ont porté sur le renforcement de la coopération bilatérale entre les deux pays, le lien d'amitié entre les deux peuples et les principaux défis auxquels le continent est confronté, dont la réforme du secteur de la sécurité en RDC et son appui au processus de paix en République démocratique du Congo. En bref, encore, le Conseil de l'Union européenne qui a approuvé une nouvelle aide de 10 millions d'euros pour équiper les forces armées de la République démocratique du Congo en matériel militaire non létal, répondant ainsi à leurs besoins opérationnels. Il s'agit du deuxième soutien accordé via la facilité européenne pour la paix, portant le total à 30 millions d'euros depuis 2023. Cette aide vise à renforcer la capacité de FARDC à protéger des civils, améliorer le commandement, les conditions de déploiement, le soutien médical et la surveillance le long de frontières fluviales. Les livraisons devraient commencer, elles, avant fin 2026. Et cette décision confirme justement l'engagement continu de l'Union européenne aux côtés de la République démocratique du Congo. Nous y reviendrons également avec force et détails dans nos prochaines éditions. La RDC, toujours la République démocratique du Congo, qui franchit un cap majeur dans la protection de ses enfants. Je le disais au titre de ce journal. Et pour la première fois, le ministère de la Santé publique lance une campagne conjointe de vaccination contre la rougeole et la roubiole. Annoncé ce matin à Kinshasa, cette opération d'envergure vise à immuniser de millions d'enfants face à deux maladies qui continuent de menacer leur survie. Regardez. C'est une première en République démocratique du Congo. Le ministère de la Santé vient de lancer officiellement une campagne conjointe de vaccination contre la rougeole et la rubéole. Une initiative inédite annoncée ce matin à Kinshasa lors d'une conférence de presse. Cette campagne est suivie par l'intégration du vaccin combiné contre la rougeole et la rubéole dans le calendrier vaccinal. Cette introduction du vaccin combiné est une étape décisive pour s'assurer de la durabilité de nos efforts pour l'élimination de la rougeole et la réduction du syndrome de rubéole congénitale. Cette vaste opération sanitaire va s'étendre dans 7 provinces du pays. Objectif, toucher près de 17 millions d'enfants âgés de 6 mois à 14 ans. Une réponse d'urgence à la recrudescence de la rougeole, qui reste l'une des principales causes des décès chez les plus jeunes en RDC. À la fin de cette conférence de presse, parce qu'on va la lancer,
mais qui va progressivement toucher toute la République, en commençant d'abord, comme l'a dit le patron de PEV, il va commencer par cette province, c'est-à-dire les 4 du Grand Katanga, plus les Bas et le Haut-Touélé, ainsi que l'Ituri, pour couvrir à peu près 17 millions d'enfants et d'adultes, enfin de jeunes enfants, mais aussi des adolescents jusqu'à 14 ans, dans un rattrapage, et permettre à ce qu'on ne confonde plus les 2 maladies. Parce que le risque qu'on a eu pendant tout ce temps, c'est quand on vaccine contre la rougeole et que l'enfant présente la rubéole, la maman dit « ben oui, mais on l'a vacciné, mais il fait quand même la maladie ». Mais en fait, c'est parce qu'il y a une confusion entre ces 2 maladies. Avec cette campagne combinée, le ministère espère non seulement stopper le flambée des rougeoles, mais aussi introduire durablement la vaccination contre la rubéole dans le calendrier national. Un double vaccin, un même geste, et peut-être bientôt 2 maladies en moins dans la vie des millions d'enfants congolais. Parlons dans le secteur de l'environnement cette fois-ci, clôturé le 22 novembre courant à Belém au Brésil. La COP30 débutait plutôt le 10e jour du mois. C'est soldé par la production de plusieurs recommandations visant à améliorer la gouvernance environnementale à l'échelle mondiale. Malgré l'optimisme des États, la 30e conférence de parties sur le climat a encore remis en scène les profondes divergences autour des enjeux cruciaux tels que la sortie des énergies fossiles et la justice climatique. Regardez. Au bout de leurs travaux en commission spécialisée, les participants à la 30e conférence de parties ont pris un ensemble de 29 décisions couvrant la transition juste, l'adaptation, les genres, la technologie et la mise en œuvre des initiatives visant à atténuer les réchauffements climatiques à l'échelle mondiale. Au sujet du financement de l'adaptation, les États ont pris l'engagement de tripler le financement mondial de l'adaptation d'ici 2035 en adoptant une feuille de route pour cette adaptation couvrant la période 2026-2028. Sur le plan sanitaire, à Belém, il y a eu aussi l'implémentation d'un mécanisme international pour adapter les systèmes de santé au changement climatique. Ceci passe par le développement des infrastructures résilientes, de systèmes d'alerte, d'innovation ou encore d'engagement communautaire. En outre, les États parties ont créé de nouveaux outils tels que le FINI, qui est le financement de plans nationaux, les forêts, la transition énergétique et un cadre mondial de transparence financière. Parmi les résolutions de Belém, on pourra également parler de la protection de forêts et de la nature, la mise en place de la Tropical Forest Forever Facility pour récompenser la préservation des forêts tropicales et le soutien à la restauration des terrains via l'atténuation raïs. Les questions de justice climatique et de gouvernance ont également été évoquées, l'objectif étant de renforcer la participation des peuples autochtones et de la société civile ainsi que de promouvoir une action collective. L'absence de réflexion explicite à la sortie des combustibles fossiles, l'engagement ou encore volontaire sur le méthane et les financements jugés insuffisants par plusieurs ONG sont autant des critiques émises sur la COP30. En RDC, par exemple, le pays peine à faire bénéficier aux communautés locales et aux peuples autochtones à l'issue des efforts visant à protéger l'environnement. Avec la création du couloir vert Kivu-Kinshasa et la mise en œuvre de la politique de la forêt Senou, la RDC, qui se présente comme étant pays solution, entend valoriser son potentiel environnemental, le deuxième plus important de la planète après le Brésil, pour inverser la tendance. Un challenge ambitieux qui pourra, s'il tient toutes ses promesses, effectivement repositionner les pays sur l'échiquier international dans ces secteurs de l'environnement et du développement durable. Mobutu, symbole d'unité pour les uns, dictateur pour les autres, à l'occasion du 60e anniversaire de l'accession de Joseph Désiré Mobutu au pouvoir en 1965, la population ne manque pas de s'exprimer relevant ce qu'elle retient de ce règne le plus long de l'histoire congolaise. Rosi Yoyo, Giscard Tamba. Tata Bo, Mama Bo, Ekolo Bo. 24 novembre 1965, une date qui marque le début du plus long règne politique de l'histoire congolaise. Ce jour-là,
Mobutu, futur deuxième président de la République démocratique du Congo, prend le pouvoir après avoir réorganisé l'armée et mené un coup d'État contre Joseph Kasavubu, premier chef d'État du pays après l'indépendance. Pour une partie de la population, cette période reste associée à un discours d'unité nationale, symbolisé par la formule devenue célèbre « Papa Semoko, Mama Semoko et Kolo Semoko ». Omoni vraiment on a retenir makasi na reine Mobutu ya liboso o etikala na cerveau nanga eza salongo wana photo retenir kango pegala Mobutu ezalaki pena il faut chaque samedi bokomba balabala bosala entretien salongo ezalaka vertu pe lisusu on a retenir pena makasi ti lelo elongwaka nga te ezalaka unification nationale. Il faut toyeba yango maréchal Mobutu wana ezalaka priorité na ye. Donc papa bomoko, maman bomoko, donc azalaki vraiment rassembleur, unificateur. D'autres y voient au contraire l'installation d'un régime autoritaire marqué par la restriction des libertés et l'absence de pluralisme politique. Le pouvoir de Mobutu était caractérisé par les dictats. Tant que lui existait, personne d'autre ne pouvait hausser le ton de parler. Et voilà maintenant sa chute. N'est-ce pas? Il est allé mourir ailleurs. Je n'ai pas aimé son leadership, parce que son leadership était de la dictature. De 1965 à 1997, le pouvoir de Mobutu se caractérise par une forte centralisation de l'État, un culte de la personnalité et la doctrine de l'authenticité qui conduit notamment au changement du nom du pays en Zaïre. Son régime reste également associé à une corruption systémique, à la répression politique et à une crise économique profonde. Si les premières années ont été marquées par une forme de stabilité, la longévité du régime a progressivement affaibli les institutions et contribué à l'appauvrissement de la population. Des chiffres accablants sur la sécurité de journalistes en République démocratique du Congo entre 2001 et 2018. Sous la présidence de Joseph Kabila Kabange, 15 journalistes ont été assassinés et 2 portés disparus. Sous Félix Tshisekedi, de 2019 à 2025, le bilan s'établit à 12 journalistes tués et 4 disparus. Ce sont les statistiques de l'organisation non gouvernementale Journalistes à danger, publiées ce samedi 12 novembre 2025. C'est ce que nous dit Didier Ilunga dans ce commentaire. L'ONG Journalistes en danger a publié samedi 22 novembre un rapport accablant sur la situation des professionnels des médias en République démocratique du Congo, particulièrement dans les zones en conflit à l'est du pays. Ce document de 32 pages dénonce de graves violations des droits des journalistes pris en étau entre les autorités, les forces de sécurité et les groupes armés. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, par la voix de son vice-président, est également revenu sur la suspension de certains médias opérant dans les zones occupées, une mesure prise, selon lui, conformément aux prérogatives de l'institution de régulation. Le CESAC, en tant qu'institution publique de régulation, ne peut pas rester la presse empêtrée. Donc il faut qu'il y ait des lignes rouges au-delà desquelles les journalistes professionnels ne peuvent pas dépasser. Et là-dessus, les journalistes qui sont conscients de leurs responsabilités, qui sont véritablement professionnels, ne se plaignent pas beaucoup du travail effectué par l'instance de régulation qui est le CESAC. Mais nous, en tant qu'institution de régulation, nous continuons à faire notre travail, sans se laisser distraire par tel ou tel autre rapport. Encore que c'est une ONG, ils ont comme vocation de défendre les droits des journalistes et ils ne font que le travail. Réagissant à ceux qui estiment que le CESAC outrepasserait ses compétences à travers des convocations ou des mesures de censure, le vice-président a tenu à rassurer l'opinion. Le CESAC, affirme-t-il, s'acquitte modestement de sa démission de régulation. Le CESAC est régi par sa loi organique de 2011. Aller au-delà de ces prérogatives, il faut encore faudra-t-il montrer quelles sont les dispositions légales qui ont été violées et quelles sont les dispositions dont les applications ont débordé le contexte. Non, le CESAC fait son travail. C'est un travail collégial qui s'est fait en équipe, d'abord au niveau du bureau et puis
de manière ultime ou souveraine par la plénière. Donc voilà, donc, nous faisons notre travail modestement. Notons par ailleurs que dans son rapport, GED souligne une amélioration sensible de la plupart des indicateurs. 172 incarcérations de journalistes sous Kabila contre 59 sous Tshisekedi, 519 interpellations contre 77,248 agressions physiques ou actes de torture entre 103,274 menaces et harcèlements contre 127,286 pressions administratives, économiques ou judiciaires contre seulement 20 et 338 entraves à la libre circulation de l'information contre 100. Cependant, GED rappelle aussi que pour certaines violations particulièrement graves, 12 cas ont été enregistrés depuis 2019 contre 15 sous le règne de Joseph Kabila, pourtant resté au pouvoir durant 18 ans. Alors que le ménage congolais subisse une pression croissante liée au coût de la vie, le ministère de l'économie nationale met en ligne Tallo, qui est un nouvel outil destiné à renforcer la transparence sur le prix de produits de première nécessité. Le bulletin d'octobre déjà disponible offre un premier aperçu de l'évolution de prix à Kinshasa particulièrement, en attendant l'intégration de données complètes provenant des autres provinces du pays. Regardez ce commentaire de Daniela Kalala. Face aux inquiétudes persistantes liées à la hausse du coût de la vie et aux spéculations sur le prix des denrées alimentaires, le ministère de l'économie entend offrir davantage de visibilité et de transparence aux consommateurs. Avec le lancement de l'outil Tallo, le ménage dispose désormais d'un instrument simple et accessible pour suivre l'évolution de prix de produits de première nécessité. Le bulletin du mois d'octobre déjà disponible présente les tendances observées à Kinshasa et permet de mieux comprendre le mouvement du marché en attendant l'intégration progressive des données en provenance des autres provinces. Cette initiative vise non seulement à renforcer la transparence, mais aussi à redonner aux citoyens un certain pouvoir de contrôle face à des variations de prix souvent imprévisibles. Avec Tallo, le ministère mise sur une meilleure circulation de l'information pour permettre aux consommateurs de prendre des décisions plus éclairées. Reste à savoir si cette démarche se traduira sur les terrains par une réelle maîtrise de prix pour le ménage. À Sélé, nous sommes à Kinshasa, des femmes maraîchères tirent la sonnette d'alarme face au ravissement récurrent de leur terrain par des groupes issus de peuples autochtones. Une situation qui les frappe chaque année malgré leur statut de propriétaire. Bienvenue, Ngunda, actif dans les secteurs agricoles, dénonce ces agissements qu'il qualifie d'injustes, rappelant que leur travail soutient directement la vie sociale et économique de la population. Myriam Likio pour le commentaire. Dans la commune de Lansele, à Kinshasa, des femmes maraîchères dénoncent la confiscation de leurs terres agricoles par certains groupes identifiés comme peuples autochtones. Une situation qu'elles décrivent comme récurrente et injuste, mettant en péril leurs sources de revenus ainsi que leur contribution à la sécurité alimentaire de la population. Bienvenue Ngunda, actif depuis plusieurs années dans les secteurs agricoles, affirme que ces terrains leur appartiennent légalement et que leur exploitation régulière contribue à la vie économique et sociale. Par rapport à cette situation, le maman maraîchère qui travaille la terre là-bas, qui font le maraîchage, ont vraiment, je peux même dire en 90% raison, parce qu'ils ont acheté le terrain chez ces mêmes autochtones, ça peut être chez le chef coutumier ou chez le propriétaire, mais cela ne leur empêche pas de faire ce qu'ils veulent faire, parce qu'ils travaillent la culture légumière pour, n'est-ce pas, saturer les marchés ou nourrir le peuple congolais, beaucoup plus cette même population autochtone d'Nsele qui consomme ce même légume que ce maman-là produisent, et qu'aujourd'hui, nous constatons que même fistogeons ces comportements-là des autochtones qui croient être toujours propriétaires de ces terrains aussi longtemps que ce maman-là ont déjà acheté, parce que le capital foncier, lorsque il est déjà déboursé,
je pense que la personne qui a acheté devient automatiquement propriétaire. Les maraîchères réclament une intervention des autorités locales pour protéger leurs droits fonciers et mettre fin à ce qu'elles qualifient des prises de terrain illégitimes. Elles soulignent également l'importance de sécuriser les terres agricoles afin d'encourager la production locale dans un contexte marqué par la hausse du coût de la vie. Restons de la capitale congolaise Kinshasa où les taxis motos prisés pour leur rapidité deviennent le théâtre de comportements inappropriés qui compromettent parfois la sécurité des usagers. Des femmes dénoncent des attouchements et des gestes déplacés révélant une réalité préoccupante au sein de dans ces secteurs plutôt face à l'urgence d'une régulation. Des experts appellent eux à la mise en œuvre de mesures concrètes pour protéger le passager et instaurer un climat de respect mutuel. Gigi Nende pour ce reportage. Dans une ville où les embouteillages rythment le quotidien, les mototaxis s'imposent comme l'un des moyens les plus rapides pour se déplacer dans Kinshasa. Ces deux roues permettent de contourner le long fil de véhicules et d'atteindre aisément n'importe quel point de la capitale. Mais derrière cette pratique se cache une réalité plus sombre. De nombreuses personnes, en particulier des femmes, dénoncent des comportements inappropriés, devenus presque banalisés dans ce secteur. Attouchements, gestes déplacés, proximité imposée, les témoignages se multiplient. Plusieurs femmes racontent avoir vécu des moments d'inconfort, certains conducteurs ou passagers masculins profitant du manque d'espace pour se livrer à des actes déplacés. Des hommes affirment également avoir été victimes de situations similaires, preuve que ce phénomène dépasse les seules questions de genre. Cette forme de violence sexuelle, ajoutée à un profond manque de respect, installe un climat de peur et d'insécurité qui dissuade de nombreux usagers potentiels. Comment, dès lors, encadrer ce secteur afin de garantir la sécurité de toutes et de tous? Maître Loabea, expert en droit, apporte des éléments de réponse. En principe, lorsque sur une moto, la demoiselle ou la femme remarque qu'il y a effectivement des attouchements qu'elle juge suspects, elle a naturellement le droit de se plaindre. Maintenant, l'aboutissement de sa plainte dépendra de deux choses. Premièrement, sa plainte aboutira effectivement si et seulement si ces attouchements-là étaient volontaires, étaient voulus par le monsieur derrière. Et dans la mesure où elle arrive à le prouver. Parce que si il est établi que ces attouchements étaient volontaires, eh bien à partir de ce moment-là, ça devient un fait infractionnel. Et l'infraction prévue à cet effet, c'est l'infraction d'attentat à la pudeur. L'attentat à la pudeur est une infraction prévue et punie par le Code pénal congolais, précisément en ces articles 167 et 168. Mais encore faut-il que la femme ou que la demoiselle prouve effectivement que ces attouchements-là étaient volontaires. Parce qu'au cas contraire, si ces attouchements n'étaient pas volontaires, dans ce cas-là, ces attouchements, bien que attouchements, permettez la tautologie, ne saurait constituer l'infraction d'attentat à la pudeur parce que simplement il manquera la volonté dans le chef du monsieur. Pour lui, la régulation du secteur de mototaxi n'est pas seulement nécessaire, elle est possible à condition que l'ensemble des acteurs concernés s'engagent à agir de manière concertée. Mondial de Carité, nous allons la page internationale justement pour parler du Burkina Faso et du Nigeria. Troisième producteur mondial de karité derrière le Nigeria et le Mali, le Burkina Faso veut tout simplement accélérer la transformation locale. Le gouvernement reste cependant confronté à un arbitrage délicat entre les opérateurs tournés vers l'exportation et les industriels qui peinent à s'approvisionner en amande. Daniela Kalala pour le commentaire. Au Burkina Faso, le gouvernement a décidé de reporter jusqu'à nouvel ordre la période d'exportation des amandes de karité pour la campagne 2025-2026. En septembre 2025, les autorités avaient en effet fixé la fenêtre d'exportation du 1er décembre 2025 au 31 mai 2026
avec l'obligation pour les exportateurs de céder au moins 25% de volume destiné à l'exportation aux transformateurs nationaux. Pour expliquer ces revirements, les autorités mettent en avant la difficulté des unités de transformation locales à satisfaire leurs besoins en matières premières en quantité suffisante, en dépit de mesures initialement prévues pour leur garantir un accès prioritaire à la récolte. Cette situation peut s'expliquer par la poursuite de la sortie illicite des amendes de karité vers le pays voisin. En effet, le 22 novembre dernier, la brigade mobile de contrôle et de la répression de fraude a revendiqué l'interception et la saisie de plus de 1800 tonnes d'amendes de karité sur l'ensemble du territoire national dans le cadre d'une opération. Face à la persistance de la contrebande, les ministères de l'Industrie prévoient notamment un renforcement de contrôle aux frontières. L'enjeu pour le gouvernement de soutenir la transformation locale et de créer plus de valeur ajoutée dans la filière. Au Burkina Faso, les expéditions de beurre de karité, principal produit issu de la transformation des amandes, ont globalement baissé de 26% sur les 5 dernières années, passant de 22 669 tonnes en 2019 à 16 071 tonnes en 2024, d'après l'Institut national de la statistique et de la démographie. Le Nigeria reste l'un des principaux acteurs des échanges commerciaux au sein de communautés économiques ouest-africaines. Le pays dépend essentiellement de ses voisins pour écouler ses marchandises sur le continent. C'est un commentaire encore une fois de Daniela Kalala pour ce journal. Entre janvier et juin 2025, les ventes de marchandises du Nigeria vers le reste de l'Afrique ont atteint 4,82 trillions de naira, environ 3,3 milliards de dollars. L'Afrique de l'Ouest reste le premier débouché économique de ce pays sur le continent. La CEDEAO a absorbé pour 2,995 trillions de naira de marchandises, représentant plus de 62% du total des exportations nigérianes de produits sur les continents et en hausse de 16% en glissement annuel. L'essence a été le produit nigérien le plus acheté par la communauté économique régionale pour près de 298 milliards de naira. Dans les détails, les principaux partenaires économiques ont été le Togo, 946,7 milliards de naira, la Côte d'Ivoire, 837 milliards de naira, les Ghana, 429 milliards de naira, le Sénégal, 568 milliards de naira, le Bénin, 7,2 milliards de naira. Sur le premier semestre, en effet, les exportations africaines ne représentaient qu'environ 10% du total estimé à 43,3 trillions de naira. Globalement, l'Afrique est la 4e région qui absorbe le plus de marchandises nigérianes, après l'Europe, 17,3 trillions de naira, l'Asie, 14,1 trillions de naira, les Amériques, 6,9 trillions de naira. Il faut cependant souligner les efforts du pays, notamment dans le cadre de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine, les CAF. Les initiatives comprennent entre autres l'introduction des concessions tarifaires et l'ouverture en mai dernier d'un corridor aérien dédié aux frais vers l'Afrique de l'Est, qui devrait réduire d'entre 50 et 75% de coûts d'exportation vers la région. Durant le même mois, le Nigeria et le Bénin ont officiellement lancé les SIGMAT, système interconnecté de gestion de marchandises en transit aux postes frontaliers communs des sémé-craqués, afin de lutter plus efficacement contre la fraude et de fluidifier le commerce sur les corridors stratégiques Abidjan-Lagos. Voilà ce qu'on pouvait dire pour le tour de l'actualité. Tout de suite, la revue de presse avec Domomad. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette première revue de la semaine. Ouvrons le bal avec Géopolis Hebdo qui revient sur le no-dit de la visite de l'émir du Qatar en RDC et pose d'emblée la question diplomatie de paix ou nouvelle bataille d'influence. L'étri hebdomadaire décrit une reconfiguration discrète des équilibres géopolitiques où la RDC se retrouve au cœur d'un enjeu mondial qui la dépasse. Derrière le sourire diplomatique et les accords signés, Géopolis insiste sur une visite aux allures détournant diplomatiques. Le journal souligne que Doha cherche à s'imposer comme une puissance diplomatique globale, que la médiation entre Kinshasa et Kigali n'est pas qu'un geste humanitaire, mais un acte stratégique
destiné à renforcer une crédibilité internationale des faiseurs de paix. Les enjeux économiques apparaissent comme les véritables nerfs de la guerre, notamment autour de minerais stratégiques. Dans le potentiel, on revient sur la rencontre des 19 et 20 novembre à Washington, réunissant RDC et Rwanda sous la facilitation conjointe des États-Unis, du Qatar et de l'Union africaine. Les deux pays y ont réaffirmé leur volonté d'accélérer l'exécution de leurs ordres pour appliquer les CONOPS visant la neutralisation définitive des FDLR et les désengagements progressifs des forces rwandaises. Chronique Info rapporte pour sa part que les FARDC dénoncent les multiples attaques que les rebelles de la FCM 23 continuent de mener contre leur position malgré les accords obtenus à Doha et Washington. Passons à la manchette qui souligne que le procès de l'ancien chef rebelle Roger Lumbala à Paris pourrait ouvrir la boîte de Pandore. Le tabloïd met en avant une possible fragilisation de Jean-Pierre Bemba pour sa participation présumée aux crimes commis en RDC entre 2002 et 2003, rappelant l'enjeu politique majeur pour un allié de poids du président Félix Tshisekedi. Dans la prospérité, la clôture, le 22 novembre des travaux conjoints de la 47e conférence des présidents et de la 84e réunion du comité exécutif de l'UPA marque une étape importante dans la vie de l'organisation interparlementaire continentale. Plusieurs décisions structurantes ont été adoptées. La consoeur note que, conformément à l'article 10 de la charte, la présidence du comité exécutif a été confiée au pays hôte. Jean-Michel Samalou Kondé est ainsi désigné pour présider la 48e conférence des présidents de l'UPA prévue en 2026. Enfin, Congo Nouveau publie les conclusions du rapport annuel 2025 des journalistes en danger, GED, qui dresse un constat sans appel. La RDC demeure l'un des pays les plus dangereux du continent pour les journalistes. Malgré une nette baisse du volume global des violations sur Félix Tshisekedi, le journal observe une inversion pour les cas les plus graves. 12 tués et 4 disparus depuis 2019 contre 15 assassinés et 2 disparus sous Kabila, mais sur une période 2 fois plus longue, dévoilant un rythme annuel presque doublé. Merci de votre attention, à la prochaine. On revient maintenant, une bonne nouvelle pour les secteurs et abonnés, en tout cas les lecteurs et abonnés de Géopolis Magazine. La direction de publication de la revue économique congolaise des activités extractives, mines, hydrocarbures, bois est heureuse de vous annoncer l'apparition de l'édition 71 consacrée exclusivement au secteur minier. Édition déjà disponible dans vos kiosques à journaux et points de vente habituels. De quoi s'agit-il? Combien coûte-t-il? En tout cas, pour répondre à cette question, nous avons le plaisir de recevoir pour nous, vous, les directeurs de publication de Géopolis Magazine, Monsieur Dieudonné Bonali. Bonjour Dieudonné. Bonjour José Junior Owawa. Alors, ça faisait longtemps, dans beaucoup de nos apparitions, beaucoup de nos émissions, vous nous promettiez que le journal, le magazine allait sortir. Comment expliquez-vous cette sortie un peu tardive? On n'aura pas peur de le dire ainsi. Pourquoi ce petit décalage? D'abord, merci pour l'invitation. Nous présentons au nom du groupe de presse Géopolis Forum et au nom de l'éditeur de cette revue, Géopolis Magazine, la revue économique des activités extractives, mines, hydrocarbures et bois. Nos excuses pourquoi pour avoir promis l'apparition de cette revue plus tôt que prévu, mais pour des raisons indépendantes de notre bonne volonté, ce magazine n'a été livré par notre imprimeur qui a 3-4 jours. Vous savez, l'actualité minière n'est pas vraiment assez riche. Il faut creuser comme les miniers, chercher les bons filons, la bonne information et pour la diffuser. Nous avons aussi des difficultés dans notre secteur. Il y a l'absence de la loi liée à l'accès sur les informations. L'actualité minière, parfois, elle est indisponible. Il faut organiser des rendez-vous, organiser des interviews, des reportages, descendre sur le terrain afin d'avoir l'information. La logistique que suit, elle est tellement robuste qu'il y a beaucoup de choses. Kinshasa, la capitale, est éloignée de plus ou moins 2000 km des zones minières où se déroulent les activités minières. Essentiellement, parce qu'il y en a partout. Il y en a partout, mais là où les opérateurs sont en activité, voulais-je dire. Alors, c'est ce que je dis, on comprend, par exemple, la justification, c'est une raison.
aux lecteurs, aux téléspectateurs de pouvoir en juger, trouver des réponses. Mais ce qu'on a envie tout simplement de savoir, de quoi est-ce que vous parlez dans ce magazine et dans ce nouveau numéro, 71e numéro de votre magazine? La rédaction centrale de notre magazine, Géopolis Magazine, a réservé ces numéros 71 essentiellement aux activités minières. Et dans ces numéros que je vous convie à lire, nous avons réservé 8 pages au ministre national du secteur des mines, Louis-Watoum et Kabamba. Toujours dans ces mêmes numéros, nous revenons sur Kindu, qui a été pendant 48 heures la capitale minière de la République démocratique du Congo. Kindu a accueilli la 2e édition de la conférence sur les mines, l'énergie et les infrastructures. Beaucoup de directeurs généraux des entreprises minières, qu'on aura peut-être des bras à lire techniques dans le journal, parce que le journal, lui, ont accordé on ne des plus pas le interviews temps. exclusives Après Kindu, quel est l'élément le plus important? L'élément le plus important aussi, on a beaucoup parlé de l'entreprise générale du cobalt. Eh bien, nous sommes heureux de vous annoncer que l'EGC a inauguré la production de 1000 tonnes de cobalt artisanal traçable. Une première depuis la création de cette jeune filiale de la Générale des carrières des mines, GECAMINE, la société d'État. Voilà, il y a beaucoup à lire. Est-ce que la dernière question, soyez vraiment bref, où est-ce qu'on trouve ces journaux? Qui sont vos revendeurs? Le magazine est disponible au siège social du groupe de presse Géopolis Forum, situé au numéro 28 de l'avenue Siro. Nous sommes situés juste à côté des galeries présidentielles. Ces magazines, vous pouvez aussi les retrouver dans vos différents kiosques à journaux et les points de vente habituels. Alors, vous parlez de Kinshasa, mais quand on ne se retrouve pas forcément à Kinshasa, comment on peut l'avoir à travers le pays? Vous pouvez l'avoir en version numérique, sur commande, ou bien en version dure, envoyée par la poste, via nos partenaires, que nous avons, quelques compagnies d'aviation. Et pour les prix, ce n'est pas vraiment cher, avec l'appréciation du franc congolais. Ces magazines étaient vendus jadis à 28 000 francs congolais, mais vous pouvez vous en procurer à 22 000 francs congolais. Donc pour dire 10 voilà. dollars américains. $10. Merci beaucoup, Dieudonné Bonali, directeur de rédaction de Géopolis Magazine. Vous nous parliez de l'apparition du numéro 71 du magazine Géopolis Magazine, pour rappeler que ce n'est pas seulement que ces nombreux numéros que nous avons. Et effectivement, il y a eu des numéros spéciaux également qu'on peut toujours retrouver dans la galerie de Géopolis Télévision. Merci d'avoir accepté cet entretien. Merci à vous également d'avoir suivi ce journal qui touche à son terme. Voilà, je vous rappelle les principaux titres de l'actualité. En tout cas, c'est la première fois dans l'histoire de la République démocratique du Congo que la campagne contre la rougeole a été lancée par le ministre de la Santé. L'événement fait date sur quoi le ministre de la Santé appelle toute la population à s'impliquer. Et nous sommes partis également au Burkina Faso, qui est devenu l'un des premiers producteurs de karité. Le pays éprouve beaucoup de difficultés pour épauler les marchandises face à la production locale. Les détails également, vous avez suivi dans ce journal. On se retrouve très bientôt pour les nouvelles informations. Restez branchés à nos programmes. Ce journal vous a été présenté par Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.